Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue autrefois mes chers confrères. Toujours dans la série des vidéos du chapitre de virologie. Cette fois-là, on va commencer avec la première famille des virus. On va commencer les virus à ADN. Et le premier exemple, la première famille, la fameuse famille des herpès viridae. Aujourd'hui, on va voir les virus de l'herpès. Alors, on commence. Les herpès viridae constituent une famille nombreuse de virus très répandus dans toutes les espèces animales. Il existe presque près de 120 herpès virus. Mais 8 actuellement sont bien caractérisés infectant l'homme. Ces 8 virus, c'est ce qu'on va voir dans notre cours là aujourd'hui. Ces infections sont fréquentes, elles sont ubiquitaires, elles se trouvent pas partout, puisque près de 80% des sujets adultes ont des anticorps. Donc c'est une infection ubiquitaire retrouvée chez tout le monde. Elle est bénigne chez l'immunocompétent, mais grave chez l'immunodéprimé. Les 8 herpès virus strictement humains sont répartis sous 3 sous-familles de l'herpès viridae. Ça, c'est ce qu'on va détailler. Première sous-famille, c'est les alpha herpès viridae. Cette alpha herpès viridae contient 3 virus. C'est le Human Simplex Virus 1, HSV1, l'HSV2, Human Simplex Virus 2, et le virus de la varicelle, la fameuse varicelle, en arabe, Bouchouka. C'est de la varicelle. Ces 3 premiers appartiennent aux alpha herpès viridae. Alors on répète, la sous-famille des alpha herpès viridae contient le HSV1, le HSV2 et le VZV, le varicelle ou bien la zona, c'est sa forme résidive. Ça, c'était l'alpha herpès viridae. Deuxièmement, la bêta herpès viridae. Cette sous-famille regroupe le fameux CMV, le cytomégalovirus, et l'herpès human virus HHV6 et HHV7. Ça, c'était la bêta herpès viridae. Et enfin, les gamma herpès viridae, la troisième et la dernière sous-famille, c'est les gamma herpès viridae qui contient le BV, l'Epstein-Barr virus, et le HHV8, le human herpes virus 8, le HHV8. Ça, c'était la classification. Ces sous-familles, c'est ce qu'on va détailler dans notre cours aujourd'hui. Donc, gardez en tête seulement ces 8 virus qui sont strictement humains ou bien touchent l'homme. HSV1, l'HSV2, la fameuse varicelle ou zona, le BV, le cytomégalovirus et les human herpes virus 6, 7 et 8. Donc, bien sûr, ce sont des virus à ADN bicaténaire, linéaire, encapside icosahydrique et enveloppé. Donc, on répète, les herpès virus sont des virus enveloppés à ADN bicaténaire linéaire avec un capside à symétrie icosahydrique. Assez simple. C'est la classification des herpès viridae. Ce sont des virus enveloppés ADN bicaténaire linéaire avec un capside icosahydrique. C'est le plus facile possible. Maintenant, ce qui caractérise cette famille des herpès viridae, c'est la latence. Ça, on a déjà parlé dans les premiers cours du virus. La latence, ça veut dire que ces virus peuvent cacher dans certaines structures de l'organisme pour donner une réinfection lorsque les conditions sont favorables. Donc, la latence, après l'infection primaire pendant laquelle le virus est repliqué et excrété, il persiste à vie dans l'organisme. Ça, c'est la latence. Dans une période de latence plus ou moins grande, sous l'influence de certains facteurs, il va se réactiver. Ça, ce qui est en gras, c'est la latence. Il va se réactiver et donc à nouveau se repliquer
et donner des formes cliniques souvent asymptomatiques. En revanche, ces réactivations présentent un caractère de gravité chez l'immunodéprimé. Donc, chez l'immunocompétent, c'est bénin, mais malheureusement, chez l'immunodéprimé, une latence à cause fréquemment du sida ou bien d'immunodépression provoquée par les médicaments, l'allographie ou bien la transplantation d'organes, ça, on va voir dans le diapo suivant, ça va être grave sur cette patient malheureusement immunodéprimée. Cette période de latence permet aux ces virus de s'échapper non seulement à la réponse immunitaire de lente, mais aussi au traitement des antiviraux. Pourquoi? Un antivirus, ça on va voir dans le cours des antivirus, il agit sur les virus en état de multiplication. Un antivirus ou bien un traitement antiviral est inutile chez la forme latente car elle est insidieuse, elle est silencieuse, elle ne se multiplie pas. Donc, ce caractère de latence, c'est un caractère de malignité. On dit que l'herpès virus, d'abord son nom herpès vient du mot serpent parce qu'il cache. Ça, c'est un critère de virulence ou bien de malignité ou bien on peut dire cet herpès virus sont vicieux. Maintenant, leur mode de transmission. Non, comme tout virus enveloppé, ces virus sont fragiles et leur transmission nécessite des contacts étroits, directs entre les individus. Ou par des lésions cutanées ou des muqueuses, de la salive et les rapports sexuels. Donc si vous rappelez du premier cours des virus, on a dit que le virus ne peut jamais traverser une peau saine, sauf dans des lésions cutanées ou bien les muqueuses, la salive ou parmi la muqueuse vaginale des rapports sexuels. La transmission de mère-enfant peut avoir lieu à différents moments. Donc, au cours de la grossesse, le cytomégalovirus, le fameux CMV, la varicelle, le zona et le BV peuvent se transmettre vers le fœtus. Malheureusement, ça c'est dans la grossesse. Et pendant l'accouchement, c'est le Human Simplex Virus HSV2 qui peut être transmis au fœtus pendant l'accouchement par une brèche ou bien un saignement. Donc, ils sont transmises par contact direct et aussi par une transmission materne-fœtale, soit au cours de la grossesse, en cas de CMV, VZV et l'EBV, ou bien lors de l'accouchement dans l'herpès simplex 2. Même aussi au cours de transfusion sanguine et greffe. On parlera de l'EBV, le CMV et le Human Virus 6 et 7. Enfin, un grand nombre de formes asymptomatiques existent, expliquant la grande diffusion de ces virus dans la population. Donc, c'est la fameuse famille des herpès viridés, une famille dispersée bien dans la population, bénigne chez l'immunocompétent, mais grave chez l'immunodéprimé avec un risque de transmission materne-fœtale qui va l'aider à des séquelles néfastes pour le nouveau-né malheureusement. Ça c'était en brièvement le mode de transmission des herpès viridés. Maintenant, on va voir la physiopathologie de l'infection. Comment cette infection va se manifester. Premièrement, la primo-infection de ces virus, elle reste dans l'organisme sous forme dormante. Ça, c'est l'infection latente. Ça, c'est le critère de la latence. Le virus, il est dormant, il est silencieux, il ne donne pas de manifestations cliniques, mais il peut se réactiver dans n'importe quel moment si les conditions sont favorables. Donc, le siège d'infection latente pour les HSV1 et la VZV, c'est dermoneurotrope. Ils ont un tropisme dans le tissu cutané et les tissus nerveux, donc c'est dermoneurotrope. Il s'agit ou bien des ganglions sensitifs du territoire de la primo-infection. Donc gardez-vous en tête,
l'herpès simplex virus 1 et 2 et la varicelle, ils vont se cacher, ça c'est à noter, dans les ganglions sensitifs de la moelle ou bien dans le territoire de la primo-infection. Ça c'est le cas des 3 premiers virus de l'alpha viridé. Maintenant pour les autres herpès viridés, ils sont leucotropes. Donc, il s'agit de cellules immunes des leucocytes. Ils peuvent se cacher dans les monocytes. Ça, ce sont des leucocytes. Ils peuvent se cacher à l'intérieur des monocytes, des leucocytes. Ils vont rester dormants plusieurs années et peuvent réactiver dans n'importe quel moment. Maintenant, à l'occasion de divers stimuli, les virus regagnent le territoire de la primo-infection et peuvent être à l'origine de lésions. Les stimuli à l'organe des récurrences sont multiples. Donc, premièrement, quels sont ces facteurs? Peut-être une fièvre, quelle que soit son origine, une infection bactérienne ou virale, exposition aux ultraviolets. Maintenant, une immunodépression physiologique lors de la menstruation et de la grossesse. Les facteurs psychologiques tels que le stress et la fatigue et l'immunodépression, quelle que soit la cause. On a dit le VIH, la corticothérapie à long terme, les immunosuppresseurs pendant la greffe de moelle ou bien la transplantation d'organes. Tous ces facteurs-là peuvent mener à une réactivation de ces herpès viridés. Et ça a été brièvement la physiopathologie de cette infection virale. J'espère que c'est clair. Là, c'est l'exemple de HSV1, le Human Simplex Virus, qui est caché dans les ganglions sensitifs. Là, voilà un ganglion sensitif. Ils ont passé de la muqueuse buccale vers ce ganglion où ils ont caché là longtemps, et ils peuvent se réactiver comme c'est dans le schéma là. Lorsque les conditions sont défavorables, ils vont remanifester et donnent de nouveau la forme clinique. Ça, c'est de l'herpès. Ça, c'est la primo-infection. Ça, c'est de la latence. Ça, c'est de la réinfection. Regardez bien les flèches. Ça, c'est vers le ganglion. Ça, c'est de le ganglion vers le primo-infection. C'est la labiale. C'est labial. C'est l'herpès labial en cas de HSV1. Maintenant, on va détailler ces virus-là par sous-groupe. Commençons par le HSV, le herpès simplex virus. Donc, herpès simplex virus, on a deux, l'HSV1 et l'HSV2. Non, c'est deux sérotypes, l'HSV1 et l'HSV2. L'homme est le seul réservoir de ce virus. Donc, comme on a dit dans la première plaque, herpès viridé est une famille strictement humaine. Ces 8 agents pathogènes sont strictement humains. Leur transmission nécessite un contact étroit. Ça, là, on est en train de répéter. Les lésions cutanées ou bien des muqueuses. Les excrétions virales peuvent être asymptomatiques, mais le plus souvent, l'HSV1 donne d'une atteinte de la muqueuse oropharyngée ou oculaire. C'est l'herpès labial ou l'herpès oculaire. Ah voilà, ça c'est une herpès labiale. Maintenant, le cas de l'herpès simplex virus 2, il va donner des manifestations ou bien atteintes ou infecte la muqueuse génitale. Donc, l'HSV1, leur site de primo-infection, c'est la muqueuse oculaire ou bien oropharyngée par des herpès labiales le plus fréquemment. Dans le HSV2, il va infecter la muqueuse génitale où il va donner ces lésions-là. Là, on voit une herpès génitale. Ce sont des éruptions au niveau de la muqueuse génitale. La primo-infection du HSV1 suit en règle générale chez l'enfant, puisque
vers l'âge de 15 ans. Entre 50 et 90% des anticorps anti-HSV1 en fonction des conditions socio-économiques. Donc, on a dit que l'herpès est une infection ubiquitaire, se trouve partout. Presque la totalité de la population dans les pays avec conditions socio-économiques diminuées ont l'herpès virus. Ou bien des anticorps contre l'herpès virus. C'est une maladie bien dispersée. Nous sommes tous presque sensibilisés contre cet herpès virus. Maintenant, concernant l'HSV2, ils surviennent plus tardivement au moment bien sûr des rapports sexuels. La prévalence est étant plus faible que l'HSV1. Et en dernier, la transmission mère-enfant a lieu essentiellement à l'accouchement si la mère présente une lésion herpétique génitale. Donc cet herpès simplex 2 doit être transmis au fœtus au moment de l'accouchement si la mère a cet aspect-là de muqueuse ou elle a des herpès génitales. Donc ces lésions vont contaminer le fœtus au moment de l'accouchement par contact étroit. Ça, c'était brièvement leur pouvoir pathogène. Non, le pouvoir pathogène, comme je vous ai dit, c'est bénin. Bien sûr, chez l'immunocompétent, c'est juste un bouton de fièvre. Dans les infections orales, c'est l'herpès labial. Ça, c'est l'herpès labial. On répète. Ça, c'est de l'herpès labial. Ça, c'est de la primo-infection. HSV1. Soit l'herpès génital, on l'avait vu déjà. Chez la femme, elle touche le col, la vulve et le vagin. Chez l'homme, atteint le méa urinaire et le gland. Donc, gardez-vous en tête que l'HSV2, par contre, HSV1, c'est une IST, c'est une infection sexuellement transmise. Donc, HSV1, c'est des lésions de la muqueuse oropharyngée, des infections orales. HSV2, c'est une infection génitale qui touche les deux sexes. C'est une IST, c'est une infection à transmission sexuelle. Là, on voit une atteinte de la conjonctive de l'œil ou bien parfois la cornée. Ça, ce sont des infections graves. Ça, c'est de la kératite herpétique. Vous voyez la sévérité de ces lésions. Là, on a la manifestation du virus au niveau de la muqueuse conjonctivale. Ça, c'est une forme grave. Ça, c'est de la kératite herpétique. D'autres infections graves peuvent être dues à cet herpès simplex qui est l'herpès néonatal. C'est quoi cet herpès néonatal? Ce sont des éruptions généralisées. Vous voyez ce fœtus-là ou bien ce bébé-là, il a des atteintes généralisées de herpès autour de son corps. C'est une atteinte de tout l'organisme. Le foie, le cerveau, etc. Tout organisme est atteint de ce virus avec un taux de mortalité très élevé. Donc, les infections à herpès simplex peuvent être bénignes par des simples éruptions, soit labiales ou bien vulvovaginales ou urinaires chez l'homme, ou donner des manifestations graves, parfois des kératites herpétiques, comme c'est le cas là, ou bien par l'herpès néonatal qui est illustré là. Quel que soit généralisé ou bien localisé qui donne une encéphalite, l'atteinte de l'œil, elle est très grave en absence de traitement, mais aussi avec une mortalité dans 80% des cas. Donc cet herpès simplex virus peut être bénin comme il peut être grave chez les nouveau-nés. Troisième infection grave, c'est l'encéphalite de l'adulte. Cet herpès peut manifester souvent par un coma, un trouble psychique en absence de traitement. La mortalité est aussi autant de 80% des cas avec des séquelles très importantes. Donc, vous voyez que cet herpès virus, il n'est pas à sous-estimer. Donc, le diagnostic et le traitement, ce sont des urgences dans des cas.
Maintenant, comment faire le diagnostic de cet herpès simplex virus? Le diagnostic des infections à HSV est essentiellement clinique. Donc, la clinique, les éruptions cutanées ou bien vivo-vaginales vont donner ou bien témoigner d'une manifestation ou infection par herpès simplex virus. Le diagnostic biologique se fait par des lésions atypiques ou des infections graves, malheureusement. Les prélèvements, c'est cutané ou muqueux. C'est du LCR en cas d'atteinte d'encéphalite ou bien les larmes s'il y a l'atteinte de kératite ou bien de conjonctivite. Le diagnostic se fait par la mise en évidence du virus par soit la culture cellulaire, soit la détection du génome par PCR qui est un examen très fidèle et très spécifique. La recherche des antigènes viraux, ça c'est de la sérologie, ça c'est de l'examen indirect. Le PCR est l'examen direct. Et son grand intérêt car prévalence elle est élevée. Parfois, donc, la sérologie n'est pas à grand valence parce qu'on avait dit que chez les populations avec un niveau socio-économique bas, presque, on a tous des anticorps contre cet herpès virus. Et dernièrement, la recherche de synthèse intrathécale des anticorps en cas d'encéphalite. Ah, c'est dans la forme grave de l'encéphalite. On peut rechercher de synthèse intrathécale des anticorps au niveau du LCS et de liquide cérébrospinal. Ça, c'était le diagnostic de l'herpès simplex virus. Maintenant, le traitement et la prévention. Malheureusement, il n'existe pas un vaccin anti-HSV. Ah, c'est malheureux. Mais les antiherpétiques ont été le premier succès des antiviraux. Heureusement, on a l'acyclovir. Ça, vous devez retenir. Donc, le traitement des herpès, c'est leur antiviral qui a prouvé son efficacité, c'est de l'acyclovir. Ça peut être des questions d'examen. Le traitement de l'herpès, l'antiviral est efficace, c'est de l'acyclovir. Donc, ça, c'était brièvement l'herpès simplex virus, première sous-espèce, avec ces deux types, l'HSV1 et l'HSV2. Maintenant, on va passer au deuxième sous-espèce dans ces alpha-herpès viridés. Maintenant, on va parler de la VZV, de la varicelle et zona, de la fameuse varicelle, c'est en arabe, Ushouko. Maintenant, cette varicelle-là est une primo-infection de l'enfant. Et cette zona, la deuxième, la zona, est la recrudescence de cette infection qui touche habituellement l'adulte. Donc, varicelle, zona, c'est la même chose, mais la différence que c'est de la varicelle et de la primo-infection chez l'enfant, et la zona qui est la récurrence chez l'adulte à cause d'une immunodépression, bien sûr, ont des facteurs défavorables. Donc, premièrement, la varicelle, c'est une infection généralisée à point de départ respiratoire. Elle peut être mortelle chez les personnes immunodéprimées, justifiant le recours, comme on avait dit, à l'acyclovir, qui est l'antiviral efficace contre ces herpès virus. Après une primo-infection, ce virus, bien sûr, il va persister dans une état latente. C'est de la latence qui caractérise tous les herpès viridés, dont les ganglions de la racine rachidienne postérieure et les ganglions sensitifs des nerfs crâniens, où de ce point-là, il va donner une réactivation lorsque les conditions sont défavorables. Maintenant, le pouvoir pathogène. C'est simple. Le pouvoir pathogène de la varicelle, c'est une infection de l'enfance bénigne. Ce sont des éruptions. C'est une maladie quasi obligatoire de l'enfance. On a tous vu de la varicelle dans notre enfance. Elle se manifeste par de petites
épidémie à la fin de l'hiver ou bien au printemps. Elle intervient généralement dans la collectivité d'enfants et les familles. L'âge moyen, c'est entre 6 et 8 ans. C'est l'âge scolaire. Elle est très contagieuse. Leur transmission se fait par contact direct à partir de la salive ou bien ces vésicules-là, lorsqu'ils irripent, vont transmettre la maladie par voie cutanée, ils vont disséminer ce virus-là. Donc, la varicelle, la fameuse bouchouka, nous tous, on connaît ce terme-là. On l'a déjà vu dans l'enfance, au minimum une fois. Donc, rien n'est difficile là. C'est de la varicelle, c'est les éruptions cutanées, c'est la pathologie de l'enfance. Elle est heureusement bénigne, mais malheureusement, sa recrudescence, c'est la zone A, deuxièmement, elle est grave. C'est la forme clinique de réactivation de cette varicelle. Donc, on a de la varicelle qu'une seule fois dans la vie. Si on voit des éruptions cutanées chez un adulte, c'est pas de la varicelle, c'est du zona. Il est impossible de avoir deux infections AVZV ou bien de la varicelle deux fois dans la vie. C'est une seule infection obligatoire de la vie. Mais cette zona, contrairement à la varicelle, est une maladie sporadique qui se manifeste uniquement chez les sujets ayant déjà de la varicelle. Donc, un patient qui a eu de la varicelle, il risque d'avoir la zona si les conditions sont favorables. Quelles sont ces atteintes-là? Ce sont des maladies malignes, en cas des lymphomes, des leucémies, des immunodépressions, ou bien les sujets âgés sont des sujets réceptifs à cette zone-là qui va se manifester par ces lésions-là. Ce sont des éruptions cutanées ou bien au niveau du visage, ou bien un étage métamère thoracique qui sont accompagnés avec une douleur sévère qu'on l'appelle la douleur de Saint-Antoine. C'est une douleur sévère insupportable liée à ces éruptions recrudescentes. Donc, comme je vous ai dit, les formes les plus principaux sont les formes intercostales, notablement sa fréquence de forme ophtalmique et otitique, avec un remarquable risque d'importantes de complications. Donc, la varicelle là, elle est bénigne chez l'enfant. Par contre, sa recrudescence ou bien sa réactivation à la zone, elle est maligne avec des complications qui ne sont pas à négliger. C'était brièvement le pouvoir pathogène de varicelle et de zona. Maintenant, comment faire le diagnostic biologique de zona ou bien de la varicelle? Toujours le diagnostic il est clinique. On voit les éruptions cutanées qui sont typiques, ça c'est de la varicelle. On voit des éruptions métamériques au niveau d'un étage costal, ça c'est des zonas, c'est de la réactivation chez un immunodéprimé. Cependant, il y a des indications diagnostiques virologiques exactes. C'est dans les formes graves de la varicelle ou bien de la zona, une éruption atypique dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. La zona elle est grave, comme on a dit juste maintenant. Les prélèvements sont l'écouvillonnage des lésions. On va faire l'écouvillonnage de ces éruptions, le papilleux, ou bien le liquide de ces vésicules qui va montrer soit un diagnostic direct par la détection du virus par culture cellulaire ou la recherche des antigènes viraux, ou bien le meilleur diagnostic c'est de la PCR qui est l'examen le plus fidèle, le plus précis, le plus fiable. C'est de la PCR, c'est de la biologie moléculaire, c'est du polymerase chain reaction. On peut utiliser le sérodiagnostic, mais comme on a dit, presque la totalité des personnes ont eu de la varicelle. Donc, on va trouver ça, tous les anticorps existants dans le sérum qui témoignent d'une immunisation et ils peuvent pas être conclusifs à une réactivation ou une zone. Donc, le diagnostic se fait par les prélèvements des lésions cutanées ou des liquides vésiculaires
examen soit direct ou indirect, culture, par recherche des antigènes viraux ou par PCR qui est la meilleure technique. Maintenant, on arrive à la dernière plaque de cette partie, c'est les traitements et les préventions de cette varicelle et zona. Donc, le traitement pour les formes graves, les immunodéprimés, la varicelle néonatale, le zona, gardez ça en tête, c'est une question fréquente. Le traitement de choix, c'est de l'acyclovir. L'acyclovir est le traitement de choix des herpès viridés en cas d'immunodépression. Ça, c'est le traitement. La prévention, c'est de la vaccination, heureusement, des sujets immunodéprimés qui ont un risque et complications. Donc, là, c'est simple. Toujours l'herpès, elle est bénigne chez l'immunocompétent, mais peuvent être graves chez l'immunodéprimé. C'est pour cela un traitement préventif est à mise pour prendre en charge le plus tôt possible. Donc, on est arrivé à la moitié de ce cours. On a vu les alpha-herpès viridés. On a vu du herpès simplex 1, l'herpès simplex 2 et de la varicelle. Dans la prochaine partie, Inch'Allah, on va voir le cytomégalovirus, le BV, avec les gamma herpès viridés, avec leur pouvoir pathogène et traitement et diagnostic. J'espère que cette vidéo était claire. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les nouveautés. Laissez vos commentaires et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage.